tirés de la fission atomique. Il y a 3 types d'armes nucléaires. Vous avez des armes nucléaires de première génération, des bombes A, disons. Ça repose sur un système qu'on appelle la fission. Donc vous avez des matières premières, c'est déjà difficile de s'en procurer. Il faut créer cette fission, la maîtriser, très complexe. Après, vous avez des armes nucléaires qui sont encore plus dangereuses, des bombes H. Bombe à neutrons est une variante de la bombe H. Ça fait 10, 100, 1000 fois plus de morts. Mais le problème de la bombe H, c'est qu'elle présuppose déjà d'avoir la technologie de la bombe A. C'est une mini-bombe A qui déclenche la réaction de la bombe H. Donc, dans les deux cas, bombe A ou bombe H, c'est sûr qu'une bombe H sur Paris, c'est Paris rayé de la carte, des gens brûlés dans un rayon de 30 km, un effet de souffle, des dizaines de millions de morts. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'absolument apocalyptique. Sauf que pour réussir une explosion avec une bombe H, que les gens comprennent, c'est pas une technologie qu'il faut maîtriser. C'est 3 ou 4 filières technologiques totalement différentes. Pourquoi des organismes terroristes ne peuvent pas faire ça si facilement ? Parce que des États qui ont des moyens étatiques colossaux, qui sont très riches, ont déjà les pires peines du monde pour franchir ce qu'on appelle le seuil nucléaire. Si un pays comme l'Iran, qui a des ressources pétrolières colossales, qui est immensément riche en milliards de dollars, approche du seuil, d'accord ? C'est donc que c'est très complexe, bien évidemment. Des moyens colossaux qui seront débloqués à la suite d'une lettre. Celle d'Albert Einstein, aux opinions pourtant pacifistes, adressée au président des États-Unis, lettre datée du 2 août 1939. Le physicien explique à Roosevelt que l'Allemagne nazie travaille à une bombe capable de libérer une énergie si colossale qu'elle pourrait détruire une ville entière. 12 jours plus tard, 2 milliards de dollars sont trouvés pour mettre au point et assembler la première bombe atomique au monde. Nom de code, le projet Manhattan. Scientifique chargé de mesurer l'intensité des explosions, Jay Wechsler était à 15 km de la première explosion nucléaire de l'histoire. Ça commençait comme une explosion normale. Mais vous compreniez son incroyable ampleur en la voyant grandir, grandir. Elle restait très longtemps, interminable. Le nuage était tellement lumineux, c'était l'explosion la plus éblouissante qu'il m'ait été donné de voir. Des milliers de chercheurs, mis au secret, travailleront dans des laboratoires construits un peu partout aux États-Unis. Le plus célèbre, celui de Los Alamos, est dirigé par le physicien Robert Oppenheimer, à qui le directeur des essais, au premier test réussi, aurait glissé à l'oreille « À partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». Les Américains pensaient que l'invasion du Japon tuerait des centaines de milliers de soldats américains. Au regard de ces éléments, ils ont considéré que l'usage de l'arme atomique était parfaitement justifié. Professeur d'histoire, Peter Kuznick pense que le gouvernement américain de l'époque a volontairement surévalué les pertes américaines pour une invasion du Japon, qui était de toute manière déjà prêt à abdiquer. Il n'y avait en fait aucune justification militaire. Les Japonais étaient sur le point de déposer les armes. Dans la matinée du 6 août 1945, le président Harry Truman, qui a succédé à Franklin Roosevelt, donne l'ordre de larguer une bombe atomique sur un objectif civil, la ville d'Hiroshima, avec pour objectif de faire capituler le Japon. L'armée américaine surnommera Little Boy la bombe pour Hiroshima, 3 jours plus tard. C'est Fat Boy qui visera Nagasaki. Toutes les deux explosent à 500 mètres d'altitude afin de maximiser leurs effets. Il faut savoir qu'une bombe atomique a un effet ponctuel sur une petite région. Quand on prend Hiroshima, qui est évidemment un élément malheureux, mais c'est 30 km de destruction d'immeubles.
70 000 morts immédiatement, environ 200 000 dans les 5 ans, et des morts essentiellement par l'effet de pression, par la chaleur. Au centre, c'est quelques millions de degrés, ce qui n'est pas rien. Et en fait, les gens qui sont décédés de chaleur ou d'explosion, de l'augmentation de la pression. Les effets des rayons qui terrorisent les gens, paradoxalement, c'est ce qui est le moins puissant, le moins toxique. Car on s'est rendu compte, évidemment, cette population irradiée a été étudiée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un recul de 40 à 50 ans. On s'aperçoit certes d'une augmentation significative des cancers de cette population, mais très légère, pas différente de celle d'un fumeur, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5% de plus de cancers. Donc la grande peur des gens, des rayons, est paradoxalement pas justifiée. Le traumatisme de l'humanité qui découvre la puissance nucléaire, le choc des images, des populations irradiées, restent à tout jamais des représentations apocalyptiques. Une terreur telle que le nouvel ordre mondial qui naîtra au début de la guerre froide, avec ses nouveaux pays nucléaires comme l'Union soviétique et la France, sera tout simplement nommé équilibre de la terreur. La France dispose, avec sa dissuasion nucléaire, de la première des protections. Elle a été créée par le général de Gaulle pour cela, de façon à ce que nous ne soyons pas soumis à une sorte de chantage d'un pays qui disposerait de la force nucléaire. Et nous voyons avec la prolifération comment cet élément est devenu effectivement extrêmement utile et comment son évidence aujourd'hui est grande. Alors, bien entendu, cela peut relever d'un certain nombre de pays dont on ne sait pas exactement si la stabilité politique et les choix politiques de certains dirigeants dans l'avenir ne peuvent pas représenter une menace contre notre pays. Georges Le Gelt, ancien secrétaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, relativise, comme beaucoup de ses confrères, les pouvoirs de la dissuasion nucléaire. Cette théorie de la dissuasion ne tient aucun compte de tout ce qui peut être les passions humaines, que ce soit le fanatisme, que ce soit la haine, la peur, tout ça, on n'en tient pas compte, on suppose que tous les chefs d'État vont toujours agir de façon parfaitement rationnelle, même dans les circonstances les plus difficiles. La question qui se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on est sûr que tous les chefs d'État seront toujours des hommes raisonnables, que placés dans des circonstances extraordinairement difficiles, comme on a vu par exemple pendant la crise des fusées de Cuba en 1962, où on a été à deux doigts d'utiliser les armes, est-ce qu'ils vont avoir des réactions qui vont être des réactions de sang-froid et par conséquent continuer d'être parfaitement rationnels? Retour 40 ans en arrière. Le 26 octobre 1962, lors d'un conseil de sécurité historique de l'ONU. L'ambassadeur américain interpelle sans ménagement l'ambassadeur russe sur la présence de missiles soviétiques à Cuba. Est-ce que vous niez le fait que les Russes sont en train d'installer des missiles à courte et moyenne portée à Cuba ? Oui ou non? Je ne suis pas dans un tribunal, monsieur. Ce n'est pas mon procès et je ne répondrai pas à une question posée en des termes accusateurs. Mais les photos de surveillance aérienne prises depuis l'avion espion américain de modèle U-2 parlent d'elles-mêmes. Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro jouent un pari dangereux. Ce qui a été connu sous le nom de la crise des missiles de Cuba a amené l'Union soviétique et les Américains au bord du conflit nucléaire, jusqu'à des limites jamais atteintes. Les conseillers militaires américains ont invité le président Kennedy à une frappe nucléaire sur l'île de Cuba. Mais au lieu de cela, le président a ordonné un blocus interdisant ainsi aux soviétiques l'accès à l'île de Cuba. Le monde, pendant ce temps-là, retenait son souffle.
Finalement, les navires soviétiques ont rebroussé chemin sans avoir défié la stratégie américaine. Le secrétaire américain de l'époque, Dan Rusk, a prononcé cette fameuse citation aujourd'hui célèbre. « Nous nous regardons face à face, les autres se contentent de cligner des yeux. » Durant la phase la plus critique des missiles de Cuba, entre 1956 et 1962, nous aurions ainsi échappé à une guerre atomique à 11 reprises. Un lendu! Rentrez les mâts! Machine avant toute, assiette moins 15, plongée 900 mètres! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Ma ESMU, HF rentrée, assiette moins 15 reçu. Exécution, machine avant toute! À gauche 10, route 205! À gauche 10! À gauche 10, route 205, affirmatif. Route 205, affirmatif. Cette théorie de la dissuasion suppose aussi qu'il n'y a jamais ni aucune défaillance technique, ni incident, ni accident, ni erreur dans l'interprétation de ce que veut faire celui qui est en face de vous. Ces ordres sont déjà périmés depuis 7 heures. J'attendais sagement qu'ils viennent au lieu de rendez-vous. Commandant, 100 mètres. Allure à 40 nœuds. Allure à 4-0. Demandez à l'ingénieur de pousser le réacteur au maximum de ses possibilités. On a été à plusieurs reprises à 2 doigts d'une guerre nucléaire qui aurait eu des conséquences totalement irréversibles. En novembre 1983, un officier soviétique a tout d'un coup aperçu sur son écran, là encore, vu sur son écran, des missiles qui se dirigeaient vers l'URSS, et il se trouve que cet officier a eu l'intelligence de penser que si les États-Unis lançaient une véritable offensive contre eux, ce ne serait pas avec 5 missiles. Or, il a vu sur son écran 5 missiles, il s'est dit non, il y en aurait beaucoup plus que ça. Du coup, il n'a pas donné l'alerte. En 1960, la dissuasion nucléaire est révolutionnée par les premiers sous-marins porteurs de missiles balistiques à charge nucléaire. Une arme devenue capitale dans les arsenaux, indispensable dans la politique de dissuasion parce que indétectable en mer. Le sous-marin est devenu, par excellence, l'arme dite de seconde frappe. Autrement dit, si vous rayez un pays nucléaire de la carte, il lui restera toujours un sous-marin quelque part pour vous rendre l'appareil. Même anéanti sur son territoire, l'agressé peut répliquer, si bien que les avantages d'être l'agresseur sont quasi nuls. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon militaire et politique, le principe MAD, la destruction mutuelle assurée. Simuler l'activation de la tête nucléaire numéro 3. À vos postes. Des échos au radar. Aucun écho au radar. Sonar, des échos. Aucun contact. Plein combustible. Table à poste. Paré pour la séquence de tir, commandant. Mise à feu du missile 3. Lancement dans 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À partir du moment où les opérations sont lancées, il n'y a plus de possibilité d'arrêt. Face au risque d'emballement général, le MAD, sorte d'épée de Damoclès, a généré 2 doctrines en matière de stratégie nucléaire. La doctrine Dulles, ou stratégie apocalyptique des représailles massives, et la doctrine McNamara, dite de la riposte graduée. L'apocalypse au sens où vous le présentez, c'est-à-dire une destruction du globe, dans le fond total, il faudrait tellement de bombes partant à chaque endroit, il faudrait tellement de moyens, c'est impensable. L'élément important, c'est que à partir du moment
où même un seul missile est lancé. Je crois qu'on ne sait plus ce qui va se passer. S'il s'agissait d'un missile isolé, et même s'il explosait, on peut imaginer que, par exemple, les deux chefs d'État, là, communiquent et qui finissent par se dire « Bon, bah, c'est vrai, ça va faire des dégâts considérables, mais si vous répondez, là, on va tous y passer. » Et si on était agressé, on ne réagirait pas massivement, mais progressivement, de façon graduelle, de telle façon à pouvoir lancer parallèlement, évidemment, les discussions, les diplomates, pour essayer de s'arranger. Parce que sinon, évidemment, la fin serait pour les deux, l'agresseur et l'agressé, serait terrible et aucun intérêt. Господин президент, надо смотреть правде в глаза. Применить ядерное оружие против Америки – это шаг на пути к взаимному уничтожению. Но они думают, что мы уже это сделали. А что нам теперь? Сидеть и ждать, пока они нас и уничтожат? Я не могу остановить то, что я начал. Monsieur le Président, vous devriez envisager Snapcount. Ce qui impliquerait que nous serons prêts à raser leur site de missiles terrestres par une attaque nucléaire massive. Trouver et anéantir leurs sous-marins. Détruire tous leurs appareils se trouvant encore au sol et mobiliser notre aviation afin de descendre ceux qui auraient déjà pris l'air. Le meilleur des scénarios. David? Ouais. Je dirais... On met Nemerov dans un beau pétrin. Il se retrouve avec, au mieux, quelques centaines de missiles. Ceux qu'on n'a jamais trouvés. Les modèles, les plus petits, plus mobiles, à trajectoire incertaine. Le seul usage qu'il peut en faire, c'est sur nos villes. Mais il sait avec une absolue certitude que ça impliquerait une riposte instantanée sur les siennes. En pleine guerre froide, c'est-à-dire entre 1947 et 1991, les deux superpuissances et leurs alliés ont joué avec le feu à 14 reprises. 14 guerres nucléaires tout juste évitées suite à des fausses alertes, des erreurs humaines ou informatiques. Il faut attendre la politique de Gorbatchev en 1985 pour entamer la nouvelle détente qui aboutira à la dissolution du pacte de Varsovie et, plus symboliquement, à la chute du mur de Berlin en 1989. La RDA a accepté de faire ce que l'Ouest exigeait depuis plus d'une génération. Après la chute du mur de Berlin, le gouvernement a annoncé la tenue d'élections démocratiques. Depuis 1945, il y a eu beaucoup de conflits, tout le monde le sait, parfois liés à la guerre froide, et depuis la fin de la chute du mur de Berlin, après tout, c'est ça qui aurait dû pacifier la planète. On a parlé de nouvel ordre mondial, et c'est depuis 1991, 3 à 4 fois plus de conflits entre 1991 et 2009 qu'entre 1945 et 1991. Au début des années 90, il y a encore 25 000 ogives dans le monde, dont une dizaine de milliers sont opérationnels, c'est-à-dire équipent des missiles qui pourraient être mis à feu dans les minutes qui suivent. Et ces 25 000 ogives représentent une capacité de destruction qui est égale à celle d'environ 2 tonnes de dynamite pour chaque être humain. Par conséquent, si elles étaient toutes utilisées, je pense qu'il resterait peu de monde pour raconter la suite de l'histoire. Seulement voilà. Avec la fin de la guerre froide, c'est le début de la prolifération. Si la quasi-totalité des États, 188 sur 191, ont justement signé le traité de non-prolifération, son contrôle est pour le moins aléatoire. Le comble, c'est que les 5 pays qui possèdent officiellement la bombe n'ont pas le droit de divulguer leur savoir-faire, mais en revanche, ils ne se gênent pas pour vendre les technologies du nucléaire civil. Sachant que lorsque l'on sait enrichir l'uranium à des fins civiles, on a résolu la principale difficulté pour concevoir l'arme atomique, l'hypocrisie est sans borne. D'ailleurs, même en restant dans le nucléaire civil, une centrale produit, quoi qu'il arrive, des déchets radioactifs réutilisables pour faire une bombe, et en l'occurrence, une bombe dite sale. Rappelez-vous la principale crainte que nous exposait Mme Alliot-Marie au ministère de l'Intérieur. Au moment où
le communisme s'est effondré, il y avait 7 pays à l'époque qui avaient des armes nucléaires. Depuis, il s'est ajouté le Pakistan, la Corée du Nord, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 9. Et là, à chaque fois bien entendu, à chaque fois qu'on augmente le nombre de centres de décision, on augmente aussi les risques qu'il se passe quelque chose de très grave. Ceux qui possèdent des têtes nucléaires, donc les Américains, 5000 têtes peut-être actives, les Russes, 7000 têtes, la France, 380 têtes, le président, je crois, voudrait les réduire à 300, parce qu'il faut les entretenir, les changer régulièrement, parce qu'elles vieillissent, elles sont moins efficaces. La Grande-Bretagne, on a 200, ensuite on a les Chinois, 300, l'Inde, le Pakistan, 50 chacun, et les Israéliens, probablement 100. Entre les pays détenteurs de la bombe et signataires du traité de non-prolifération, les pays détenteurs, mais qui n'ont pas signé le TNP, les pays possédant un programme d'acquisition, ceux soupçonnés d'un développement en cours, comme l'Iran, le Brésil, l'Algérie, l'Arabie saoudite ou la Syrie, la carte internationale est de plus en plus confuse. Certains analystes voient dans la prolifération nucléaire un effet stabilisateur. Depuis par exemple que l'Inde et le Pakistan possèdent tous deux la bombe, les conflits territoriaux ont diminué d'intensité. Pour d'autres, cette même prolifération, en mettant tous les pays sur un même pied d'égalité, permet de nouveaux chantages, illustrés par les menaces de la Corée du Nord. Dernière analyse, la prolifération transformerait la Terre en une véritable poudrière. La question du risque d'embrasement général, les probabilités sont faibles. Elles existent, mais elles sont relativement limitées. C'est pas totalement exclu. Mais il faudrait qu'il y ait un glissement. Ce glissement, il n'est pas certain d'ailleurs que la crise financière que nous vivions aujourd'hui écarte ce genre de risque. On se rend compte qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Quelle est l'issue? Vraisemblablement un protectionnisme, tôt ou tard. Le peuple chinois, qui a toujours eu un complexe de supériorité, a été dominé, écrasé par l'Occident, littéralement, balayé par l'arrivée du monde moderne au début du XXe siècle. Il s'est refait progressivement, ça a été extrêmement pénible. Et ces Chinois qui ont travaillé dur pour acclimater le monde moderne et gagner une place au soleil, finalement, gagner un niveau de vie relativement correct, d'un seul coup, ils ont l'impression, ou ils auront l'impression demain, qu'alors que ça fonctionne, que ça marche pour eux et qu'ils ont l'espoir d'arriver, de rattraper, ou en tout cas d'égaler le niveau de vie occidental, on va leur tirer le tapis sous les pieds. Donc il va y avoir une réaction irrationnelle, extrêmement violente de la part du peuple et des dirigeants chinois, d'hypernationalisme. Donc ce pays qui est déjà hypernationaliste, c'est une hypothèse, ce n'est pas nécessairement ce qui va se produire, mais comme je crois que le protectionnisme est relativement inévitable, que les marchés vont se fermer et que l'essentiel de l'économie chinoise est dirigé vers l'exportation, là on voit bien qu'il y a une source de conflit et que ça peut dégénérer. Des tensions entre la Chine et les États-Unis, qui se focalisent autour d'une île, Taïwan. D'un côté, la Chine revendique Taïwan et refuse toute proclamation d'indépendance. De l'autre, les États-Unis soutiennent économiquement et militairement l'île. Entre eux deux, les Taïwanais assistent aux démonstrations de force de la Chine populaire, menaces, tirs de missiles, et de l'autre, la 7e flotte américaine assure qu'elle ne laissera pas l'île être récupérée par le gouvernement de Pékin. Si le protectionnisme, c'était l'hypothèse, se développe, les relations vont se tendre entre la Chine et le reste du monde, et d'abord avec les États-Unis, premier marché chinois, premier marché pour la Chine, et donc ça peut précipiter un conflit armé. Oui, c'est possible. Ce qui est certain, c'est que la Chine, si les marchés devaient se fermer à l'extérieur, la Chine connaîtrait une poussée de nationalisme très forte. Donc Taïwan deviendrait un enjeu encore plus important, exacerbé, si vous voulez, aux yeux des Chinois. Là, peut-être que l'arme nucléaire gèle la situation. Mais bon, on n'est pas si sûr qu'elle puisse fonctionner. Non loin de là, c'est la Corée du Nord qui multiplie les provocations à coups d'essais nucléaires et de tirs de missiles. Au pouvoir depuis 1984, Kim Jong-il, malgré les condamnations de l'ONU, poursuit sa quête dans l'élaboration de l'arme absolue. Une politique de l'épouvante. C'est ainsi que les Occidentaux qualifient l'attitude de la Corée du Nord.
La provocation apparaît comme le moyen d'essayer de faire monter les enchères et de donner plus d'importance que la Corée du Nord en réalité n'en a. Sans cette menace nucléaire ou balistique, la Corée du Nord est un État totalement failli économiquement, qui ne pèse rien sur la scène internationale et qui donc a très très peu de marge d'influence. Depuis 20 ans, le dictateur coréen tient tête aux États-Unis, menace ses voisins du Sud selon sa théorie de la diplomatie militariste. Une étrange communication externe qui joue un rôle essentiel dans la politique intérieure du pays. Le président Kim Jong-il a été très malade au cours de l'été 2008. Il a subi 2 attaques cérébrales et certains s'interrogent sur sa capacité à se maintenir au pouvoir ou à imposer en tout cas un processus de transition qui déboucherait sur l'intronisation en quelque sorte de l'un de ses fils. Et on sait qu'il y a des oppositions à ce scénario et donc procéder à un essai nucléaire ou à des tirs de missiles balistiques, c'est un moyen en quelque sorte de réaffirmer sa puissance auprès de sa propre population et auprès des militaires les plus nationalistes qui sont également présents en Corée du Nord. Des militaires nationalistes qui ne voient pas pourquoi le traité de non-prolifération nucléaire autorise les 5 États qui avaient déjà la bombe en 1967, américains, soviétiques, chinois, britanniques et français, à conserver leur savoir-faire, mais interdit aux autres de l'obtenir. La Corée du Nord elle-même se demande pourquoi on a accepté la nucléarisation de l'Inde et du Pakistan et qu'on n'accepterait pas dans le cas de la Corée du Nord. Donc ça veut dire que face à des pays qui ont déjà des ambitions en matière nucléaire, et je pense notamment à l'Iran, eh bien évidemment la position des pays occidentaux, des États-Unis ou d'autres, serait beaucoup moins solide si d'un côté on laisse faire ce qui se passe en Corée du Nord et que d'autres on est beaucoup plus ferme sur la question iranienne. On attend de voir un peu ce qui se passe. Le Conseil de sécurité se réunit, aboutit à des sanctions qui n'ont pas des effets massifs. Personne, pour le moment, n'envisage véritablement une action militaire contre la Corée du Nord ou des frappes préventives éventuellement. Si la prolifération